Bonjour. Bon, alors on m'a demandé un travail un peu délicat qui consiste, après ces trois remarquables exposés, sans parler de celui qui a précédé, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait dire en termes d'évaluation de ces dispositifs. Et pour répondre à cette question, auquel je ne sais pas répondre, il faut bien le dire, hein, bon, voilà. Disons-le tout de suite, je suis comme les chercheurs engagés dans leur dispositif. Je suis mis devant une difficulté majeure qui est celle d'évaluer des interventions ou des dispositifs complexes. Et pour cela, j'ai décidé de passer par la notion de recherche-action. En fait, tout ce que nos interlocuteurs nous ont dit, c'est que sans le savoir ou en le sachant parfaitement, ils faisaient de la recherche-action. Et alors, qu'est-ce que c'est que la recherche-action ? Alors, j'avais préparé quelques éléments qui sont là. Je pense que c'est celui-là. Non, c'est celui-là. La recherche-action vise à articuler, en fait, c'est une forme de recherche tout à fait originale, mais qui existe déjà et dont les fondements ont été posés dès le début des années 1950 par deux chercheurs, Goodman et Lewin, l'un anthropologue et l'autre plutôt manager formé à la sociologie. Voilà. Ils ont défini une forme de recherche-action, parce qu'il y en a des dizaines, en fait, qu'ils ont nommée pragmatique. Et je pense que vous êtes totalement dans cette, en tous les cas, du côté du pragmatisme, vous êtes complètement dans cette école de la recherche-action. La recherche-action vise à articuler un double projet, celui de la production de nouvelles connaissances en lien et consubstantiellement en lien avec un changement social recherché. Alors on va essayer de définir un peu ces deux termes pour dire nouvelles connaissances, changement social recherché. Mais d'abord, la démarche de recherche, elle est centrée sur le fait qu'il s'agit d'abord pour les chercheurs de répondre aux préoccupations pratiques d'acteurs qui se situent dans un contexte donné et qui rencontrent des problématiques qu'ils jugent, des situations qui sont dans des situations qu'ils jugent problématiques et qu'ils veulent changer. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit M. Soyer. Ça, c'est une présentation, je dirais, théorique, parce que parfois, l'objet même, il est complètement à construire, parce que effectivement, si les gens arrivent dans un nouveau quartier, ne se connaissent pas, ne se parlent pas, n'ont pas les mêmes langages, pour qu'ils puissent construire de la problématique commune sur laquelle ils se mettent d'accord, ben c'est extrêmement difficile. Donc déjà, dans la présentation théorique, on voit que par rapport à la réalité, il y a une difficulté supplémentaire, c'est construire cet objet commun. Bon. Alors, par contre, le schéma de la recherche, donc qui vise à construire des méthodes d'intervention ou des méthodes de changement individuel et collectif, il y a toujours dans une recherche-action une dimension que je vais dire individuelle et une dimension qui est collective dans le changement, et c'est exactement en fait ce thème que vous traitez, individu, collectif, territoire. Bon. La question, c'est comment est-ce qu'on relie les deux. Voilà. En fait, cette recherche-action, elle est une véritable rupture épistémologique avec la conception standard du travail scientifique. C'est-à-dire que la relation entre recherche et action n'est plus celle de la subordination de l'action au résultat de la recherche, mais la complémentarité et la réciprocité et la temporalité commune. D'accord ? Donc, le chercheur ne se situe pas, comme l'a dit ma voisine, en position de surplomb et de sachant. Les savoirs des usagers partenaires sont reconnus comme différents mais d'égale valeur pour construire la recherche et les actions de changement.
Le chercheur, non seulement il s'engage dans une relation égalitaire qui n'est absolument pas celle qu'il a l'habitude de prendre et contre laquelle il devra en permanence lutter parce que malgré tout, le fait d'être reconnu comme sachant ou de se considérer comme sachant, ça revient en permanence, y compris, je pense, avec les meilleures intentions du monde, et moi j'en suis un bon exemple, et on me le fait parfois remarquer durement. Et donc, il s'agit de s'engager dans une relation égalitaire de coopération avec les autres acteurs, dits profanes, mais en fait, pour Goodman et Lewin, ils ne font pas de distinction entre un chercheur professionnel et un chercheur profane. Je veux dire, la valeur de ce qu'ils ont à apporter en termes de recherche est la même. Évidemment, la manière de contribuer à la recherche n'est pas la même. Et M. Soyer l'a bien montré en parlant de facilitateur. Le chercheur accepte de se situer dans le monde social et pas en surplomb. Il accepte d'abandonner sa soi-disant neutralité axiologique, c'est-à-dire qu'il est neutre par rapport à la réalité sociale. Le chercheur, dans une recherche-action, et vous l'êtes tous, est complètement plongé dans son monde social, accepte de considérer qu'il est soumis à des forces sociales auxquelles ne serait-ce que celles du collectif qu'il s'efforce de créer ou qu'il crée avec les autres acteurs, et donc il sort complètement de cette position-là. Épistémologiquement, c'est une rupture absolument radicale. Et c'est pour ça que c'est si difficile aujourd'hui d'évaluer ce type de travail, ce type de recherche, parce que on se prive en grande partie des outils classiques qui sont fondés sur cette séparation entre le théorique et la pratique. Voilà. Alors, donc, le dispositif de travail de recherche doit permettre de faciliter les échanges et l'analyse en commun des problèmes et solutions. Là, vous venez d'en avoir un panel d'exemples absolument remarquable. La manière de coproduire le dispositif de recherche, de coproduire l'analyse et les solutions, c'est absolument fondamental. Voilà. Alors que dans la recherche expérimentale, une fois qu'on a fait son plan d'expérience, pof, c'est bon, c'est terminé, et on fait, et c'est fini. Bon. Donc, ça suppose une prise de distance radicale par rapport aux usages, à ces modes de pensée habituels et à ces modes de pensée de faire, que ce soit de celui des chercheurs, que ce soit celui des acteurs. Fondamentalement, les savoirs construits sont des savoirs situés. Parce que par définition, la recherche-action, elle expérimente en conditions réelles avec des acteurs dans leurs contextes sociaux. Et ça pose une question, je vais aborder un certain nombre de questions très rapidement, mais ça pose une question qui est celle de est-ce qu'on peut tirer d'une expérimentation ou de multiples expérimentations qui sont menées ça et là dans les différents Fab Labs, une vérité universelle, quelque chose qui s'imposerait à tous comme étant effectivement la solution à la problématique qui a pu être traitée ici, là et encore ailleurs dans des contextes complètement différents. Donc la question de la généralisation des expérimentations et de la capacité à en tirer un savoir général, un savoir universel, qui est fondamental pour les financeurs et pour les institutions, se pose d'une manière très différente avec ce type de recherche. Pourquoi ? Parce que dans la recherche standard, en gros, on présuppose qu'il existe une meilleure solution qui est indépendante du contexte et qu'une fois qu'on a montré ici en situation expérimentale ou quasi-expérimentale que ça marche, on va pouvoir généraliser. Bon. Or, on sait très bien que ça n'est pas vrai. Et donc là, j'aborde simplement en un mot la question de l'évaluation qui est celle que l'évaluation menée par la méthode, la recherche évaluative, c'est de dire, en fait, quand on évalue, on doit évaluer pour qui ça marche, dans quel contexte, par quel mécanisme, d'accord, et quels sont les facteurs qui sont déterminants et qui sont alors, eux, probablement à l'origine
du fait que ça marche ici et là, et quels sont les facteurs contextuels qui supposent une adaptation des résultats d'une expérimentation, d'une recherche-action, d'un Living Lab, dans un contexte donné, à un autre contexte, à un autre territoire. Et donc, multiplier les expérimentations et être capable, effectivement, de séparer, en gros, des facteurs de réussite qui sont contexte indépendant des facteurs de réussite qui sont totalement contexte liés est absolument essentiel. Et ça, c'est une difficulté de cette recherche évaluative qu'on appelle l'évaluation réaliste. Voilà. Donc, un certain nombre de chercheurs ont fait ça depuis 30 ans. Bon. Mais ça heurte évidemment la notion de généralisation telle que les institutions et ou le financeur et ou l'industriel le conçoivent. Ensuite, pour aller plus vite, tout projet de recherche-action porte, et alors là on rejoint la dynamique sociale, une volonté de transformation d'une situation visant à l'amélioration de la situation des acteurs qui sont partie prenante de l'analyse et des solutions qu'on met en œuvre. Et donc dans une recherche-action, la validité de la recherche, elle est déterminée par le fait que les acteurs qui ont construit les solutions avec le chercheur, je les mets au même niveau, même s'ils n'ont pas le même rôle dans la recherche, mais bon, vous l'avez bien montré, c'est le fait que, est-ce que ça répond aux attentes et aux espoirs et à ce qui était attendu? Ben, si ça n'y répond pas, ça veut dire qu'il faut soit reprendre complètement la manière dont on a problématisé la situation, et ou reprendre la manière dont on a élaboré la solution. Donc la recherche-action, c'est un processus itératif, permanent, avec fait d'aller et retour, dans lesquels il n'y a pas une solution une fois pour toutes, il y a une solution qu'on a trouvée pragmatiquement et que pragmatiquement on va tester dans la réalité et accepter de reprendre. Donc c'est une situation dans laquelle effectivement on se met en permanence en risque et en danger. Je ne suis pas sûr non plus que c'est une situation qui permette la publication de papiers académiques le plus facilement du monde. Et ça, c'est aussi une autre difficulté des chercheurs. Ensuite, là, on regarde l'amélioration que ça a pu apporter aux individus à titre individuel. Mais il y a aussi la capacité, en gros, lorsqu'on vise, dans une recherche-action, une transformation sociale, on vise à apporter une plus grande maîtrise, finalement. Quelque part, il y a un projet politique, ou il y a un projet citoyen, ou il y a un projet démocratique, peu importe les mots qu'on emploie, parce que ces trois mots, n'importe comment, ils sont multivalents et ils peuvent être compris de façon différente. Je pense que dans la recherche-action, ce qu'il y a de fondamental, c'est qu'elle part du principe que plus la communauté est diverse, plus vous mettez des acteurs de diverses origines en présence et que vous réussissez par un dispositif extrêmement difficile à construire, à les faire dialoguer, plus le résultat de la recherche a des chances d'être valide et notamment d'être généralisable au sens où je l'ai entendu, où je viens de le définir, à d'autres communautés, car si vous avez mis déjà dans votre groupe une très grande diversité d'acteurs, alors vous avez plus de chances que ça fonctionne ailleurs. Bon. Donc effectivement, la vision, je dirais presque politique de la recherche-action, c'est de dire c'est la diversité des acteurs, des cultures, des origines, des pensées qui forment véritablement la validité d'une recherche. Et donc la recherche, elle est fondamentalement liée à cette diversité et qu'elle soit dépendante du contexte dans lequel elle va et des pratiques dans lesquelles elle va émerger, par lesquelles elle va émerger. Du coup, ça me ramène à la question de l'empowerment. Voilà. Pour évaluer des actions recherche de type Living Lab dans lequel effectivement le chercheur, il joue quel rôle? Il est maïeuticien, il est éducateur en quelque sorte, il accompagne, il fait advenir du côté des profanes
leur expérience, à partir de leur expérience, des savoirs qui vont être mixés avec ces savoirs et dont il va admettre qu'ils peuvent rentrer en contradiction avec les siens. Et donc effectivement, vous avez parfaitement bien raconté tous les deux la manière et les dangers et les difficultés qu'il y a à effectivement les mixer. Mais est-ce que c'est le chercheur qui doit faire de la médiation? Est-ce que c'est un profane en quelque sorte plus expérimenté, un profane expert qui doit être celui qui fait cette médiation? Est-ce qu'il peut y avoir une co-médiation? Tout ça, ce sont des choses qu'il faut discuter dans le dispositif de recherche, parce que c'est essentiel. Peut-être que ce sont des pairs qui sont les plus à même de convaincre leurs pairs usagers que de venir dans cette recherche, de rentrer dans cette recherche et de les convaincre que en fait les solutions, c'est eux qui vont les construire et qu'ils peuvent les construire. Donc je pense que là, il y a un débat à avoir. Est-ce qu'une paire aidance, en quelque sorte, chercheur, usager profane, mais formé, expert, voilà, je sais pas, voilà, ça serait pas plus efficace? C'est une question que je me pose là tout de suite maintenant devant vous, que je me suis pas posée avant. Voilà. Alors ensuite, dans la mesure où les recherches dans le Living Lab visent à donner plus de maîtrise aux personnes sur leur environnement naturel, il était assez naturel là aussi de regarder si on ne pouvait pas utiliser les notions d'empowerment pour essayer de mesurer finalement les effets de ces recherches. Puisque si le but c'est de transformer une situation sociale et de donner plus de pouvoir aux individus sur leur façon de mener leur vie dans leur contexte de vie, que ce soit vivre avec un handicap dans son contexte de vie ou vivre avec une maladie chronique, peu importe, c'est donner du pouvoir aux gens. Et cette notion d'empowerment, ce qui consiste à dire il s'agit de donner plus de possibilités aux personnes de vivre dans leur contexte de vie et de contrôler et de maîtriser le contexte dans lequel ils sont, eh bien c'est bien ça ce qui est in fine et visé avec une dimension plus ou moins citoyenne, politique, ou plus ou moins réduite à une dimension individuelle. Dans l'empowerment, il y a 5 dimensions qui sont tout à fait essentielles, et c'est-à-dire dans les effets visés par ces transformations. Il y a d'une part, disons, en parlant du monde de la santé, parce qu'on pourrait en parler, mais je vais prendre le monde de la santé puisque nous sommes dans des Living Lab santé. Il y a le fait que les gens ont plus de pouvoir sur leur santé, ce pouvoir référent au pouvoir sur la maladie et ou sur la santé dans ses dimensions biopsychosociales. Ils doivent progresser dans 4 dimensions au niveau de leur avoir, de leur savoir, de leur pouvoir et de leur vouloir. Et faire émerger ce vouloir est certainement un des ingrédients d'une recherche-action réussie, en quelque sorte. Et l'avoir en santé, c'est en gros le capital santé et les éventuels aménagements matériels rendus nécessaires par la situation de santé. Alors donc, en plus de pouvoir sur la santé, il y a le renforcement des ressorts individuels. Ce qu'on appelle le renforcement des ressorts individuels, c'est la motivation à agir, le sentiment d'efficacité personnelle, par exemple, ou le sentiment de l'utilité que l'action qui est en train d'être construite leur sera utile. Voilà. Donc en fait, dans cette recherche-action, ce qui est visé, c'est effectivement ce gain de pouvoir individuel sur sa vie et sur sa maladie et ou son handicap. Ensuite, on sait depuis au moins Sen, le grand économiste, que les gens ont des ressources, mais que ces ressources, l'environnement dans lequel ils vivent ne leur permettent pas, ils n'arrivent pas à les mettre en application de façon effective. Donc dans la recherche-action et dans les transformations sociales visées, il y a certainement le fait de rendre leur environnement plus capacitant. Humanicité en est un exemple remarquable. Le but, c'est effectivement que les gens aient un meilleur contrôle sur les ressources de leur environnement, une meilleure maîtrise, voire qu'ils soient en capacité de le façonner de manière à pouvoir exercer ce que Sen appelle leur liberté
d'être et leur liberté de faire. Donc, il y a le travail sur l'environnement, et donc ça, c'est tout l'espace territorial. Il y a le fait que les transformations visent aussi un collectif d'habitants ici, alors qu'ils soient d'intérêt ou qu'ils soient d'usage, peu importe. Mais voilà, il y a une dimension communautaire dans la volonté, dans le Living Lab quelque part. Elle est plus ou moins présente, mais dans tous les Living Labs, je pense qu'il y a cette dimension communautaire d'améliorer la situation du groupe. Et puis ensuite, il y a l'empowerment organisationnel, et qui se lie avec la gouvernance, et dans lequel on peut regarder, par exemple, s'il existe un comité de pilotage mixte entre les différents partenaires du projet, promoteurs, intervenants, bénéficiaires, usagers, chercheurs, dès le démarrage du projet. Comment sont régulés les pouvoirs à l'intérieur de ce groupe, une organisation régulée et ouverte, avec des voix de chacun qui permettent aux partenaires de s'entendre sur les objectifs, de partager les informations et le pouvoir sur les décisions. Donc ça, c'est la co-conception en quelque sorte. Et l'usage par les utilisateurs du dispositif sert de manière centrale à réorienter si besoin le projet ou à l'améliorer. Donc ça, c'est absolument fondamental, bien entendu, puisque c'est ce que Lewin et Goodman appelaient la workability, c'est-à-dire le fait que ce projet a du sens pour les acteurs, et donc ils vont accepter de s'y engager complètement et de revenir sur ce qu'ils ont fait s'ils voient que ça ne marche pas. Voilà. Et ça, c'est la gouvernance qui garantit cet effet d'appropriation complète des solutions par leurs acteurs. Voilà ce que un petit chercheur pouvait dire sur l'expérience des Living Labs telle que moi j'ai pu la comprendre au travers de ces présentations. Merci.